Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous avez eu la patience d'attendre que cette webconférence débute. Il y a eu quelques petits problèmes techniques suite à une attaque du site de la filière FI2R. Et donc, j'ai un petit écho là, Pierre-Louis va nous résoudre ça rapidement. Je suis en compagnie de Madame Faou, que vous connaissez sans doute, qui est la présidente de l'association des patients atteints de syndrome de Gougerot-Jeghren en France. Et on a le grand plaisir donc de faire cette webconférence ensemble pour vous, patients atteints de syndrome de Gougerot-Jeghren. Première webconférence sous l'égide de la filière des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires rares. Mais je vous en dirai un petit mot. Je laisse tout de suite la parole à Madame Faou pour présenter son association. Oui, alors je voulais remercier chaleureusement Monsieur Achoula et puis la filière, parce que nous donner l'opportunité de faire cette webconférence, c'est quand même quelque chose de tout à fait exceptionnel. Alors j'espère que vous allez être très nombreux à intervenir. Je sais que vous êtes très nombreux à nous écouter. Donc je vais rapidement reprendre un peu, vous parler de l'association, parce que je pense qu'il y a des gens aussi qui vont se connecter et qui ne font pas partie de l'association. Alors je vais rapidement expliquer. L'association française du Gougerot-Jeghren et des syndromes secs date de 1990. C'est donc une ancienne association. C'est la seule association qui représente cette pathologie en France. Alors nous sommes, la FGS est reconnue d'utilité publique depuis 2004, agréée depuis 2006 pour représenter les malades dans les instances hospitalières et de santé. Nous sommes actuellement plus de 2700 adhérents. Nous avons deux grands objectifs: fournir de l'information aux malades et à leur entourage et au public en général, de l'information de qualité qui est validée scientifiquement, apporter un soutien moral aux malades, leur permettre de se rencontrer, de partager leurs expériences, leurs espoirs. Et puis l'autre volet, c'est vraiment aider financièrement la recherche médicale. Donc nous sommes constitués comme toutes les associations, nous avons un conseil d'administration, un bureau, une assemblée générale. Pour assurer notre présence sur le terrain, nous avons un groupe de malades bénévoles qui assurent des permanences soit dans des hôpitaux, soit dans des locaux associatifs. Et nous avons aussi un accueil téléphonique tous les jours de la semaine. Alors ça, vous le trouverez sur le site, mais aussi dans notre revue ressources que nos adhérents reçoivent. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire que tous les jours, il y a quelqu'un qui peut répondre au téléphone et vous parler de la maladie et de notre association. Ce groupe de personnes est formé à l'écoute. C'est pas juste des gens qui sont de bonne volonté, ce sont des gens qui sont vraiment formés à l'écoute, et sont liés par une charte du bénévolat. Alors on appelle ce groupe le groupe Ressources Accueil. Actuellement, il y a une vingtaine de bénévoles. Nos outils de communication, vous avez pu en voir une partie puisque vous êtes ici avec nous. Nous avons un site internet avec une partie réservée aux adhérents dans laquelle il y a un forum à thème. Un bulletin trimestriel, donc je viens vous le montrer. Ce bulletin est envoyé à tous les adhérents ainsi qu'aux médecins qui en font la demande. Et dans ce bulletin, on trouve toujours des articles médicaux, des articles de l'association, des témoignages de malades. Nous avons également une page Facebook qui est très très lue, un service qu'on appelle Infomail qui permet d'informer rapidement par mail nos adhérents, et nous avons également maintenant un service spécialisé dans l'accueil des nouveaux adhérents. C'est un numéro de téléphone. Depuis 2014, on a créé un groupe qui s'appelle Ressources Jeunes, qui regroupe des adhérents jeunes en âge, confrontés à des problèmes spécifiques de parentalité, de travail et de maladie. Avoir un travail, des enfants, une famille et un Gougerot-Jeghren, c'est quand même des fois difficile à assurer. Nous participons maintenant à l'éducation thérapeutique du patient, puisque nous avons deux bénévoles qui ont été formés. Là aussi, il y a une formation à faire pour être patient expert. Donc une bénévole qui travaille à Bicêtre avec l'ETP de Bicêtre, et une bénévole qui est à Besançon et qui est en train de monter une éducation thérapeutique là-bas avec les médecins. Alors je vais parler des conseillers scientifiques parce que c'est très important pour nous. Nous n'avons quasiment pas de fonds des laboratoires, parce que nous n'avons pas de traitement, pas de médicaments vraiment qui nous soignent. Et donc nous vivons, en fait, l'AFGS a réussi à financer, grâce à l'effort des malades et aux dons qui lui sont faits, des études et des enquêtes des médecins, des prix de thèse aussi.
Alors, on a calculé depuis 1999, date à laquelle on a commencé à sponsoriser, on va dire, des projets de recherche. On a pu financer une vingtaine de projets, plus de 20 projets, pour un total d'environ 350 000 euros. Et ça, c'est un travail qu'on fait vraiment en relation avec les médecins. Et je remercie beaucoup tous les médecins qui s'intéressent à nous et qui nous proposent des projets qu'ils veuillent bien chercher pour nous. Nos conseillers scientifiques, donc nous avons des conseillers scientifiques qui allient recherche et activité clinique. Et ça nous permet aussi d'être sûr de toujours diffuser de l'information de qualité et à la pointe des travaux existants. Sans leur soutien constant, fidèle et attentif, rien ne serait possible. On peut aussi leur poser des questions. Enfin, ils sont toujours très présents auprès de nous, c'est important. Alors nous avons aussi une présence à l'international puisque, bon, d'abord nous faisons partie d'Alliance Maladies Rares que vous connaissez sûrement, d'Eurordis qui est une association européenne pour les maladies rares. Nous sommes représentés dans certains collectifs interassociatifs sur la santé dans certaines régions. Depuis octobre 2009, nous avons créé un réseau d'associations de malades, un réseau international d'associations de malades. Actuellement, nous sommes une vingtaine, donc nous avons fait un annuaire international. À l'occasion de cette webconférence, où j'ai pu contacter les associations francophones, donc je pense que nos amis francophones sont au bout de la ligne là. Nous avons alors ce réseau permet de voir d'une part que le Gougerot-Geograine est le même dans tous les pays et puis d'être donc encore moins seul et de pouvoir échanger aussi des trucs et comment vivre avec un Geograine. Voilà, en conclusion, je dirais que nous sommes une équipe que vous connaissez bien, une équipe toujours très enthousiaste, tournée vers la modernité et les projets. Je pense que cette webconférence en est un exemple très net. Voilà, je vous remercie, Monsieur Choula. Bien. On va passer à une présentation du syndrome de Gougerot-Geograine. Je remercie Sylvain, je crois, qui sur le chat me dit que le son est bon et l'image est top. Merci à Pierre-Louis d'avoir résolu au dernier moment tous les problèmes techniques. Donc le syndrome de Gougerot-Geograine, eh bien, le syndrome de Gougerot-Geograine aujourd'hui est intégré dans la filière des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires rares. En deux mots, qu'est-ce que c'est la filière ? Voici la carte de France de répartition de tous les centres de référence de compétences et d'expertise autour des maladies auto-immunes, et le syndrome de Gougerot-Geograine est inclus dans ces maladies auto-immunes. Le plan maladies rares en 2004 et 2005 et 2006 a individualisé 133 centres de référence en France pour les maladies rares, 5 pour l'adulte pour les maladies auto-immunes et puis un réseau de plus de 30 centres de compétences adultes répartis dans toute la France que vous pouvez voir là. Ensuite, en 2014, le ministère a lancé un appel d'offres pour rassembler les centres de référence sous une même thématique, et c'est ainsi qu'a été créée la filière des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires rares que je dirige, et qui est une filière de santé nationale et qui regroupe, comme vous le voyez, toute la France et tous les grands CHU de France. Et c'est là que vous pouvez être pris en charge, mais il y a aussi beaucoup de centres d'expertise qui n'ont pas eu ce label et qui connaissent très bien la maladie. De nombreux services de médecine interne, de rhumatologie connaissent la maladie et vous êtes suivis sans doute dans ces services. C'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore s'il faut considérer le syndrome de Gougerot-Geograine comme une maladie rare, mais nous avons le souhait et la volonté d'intégrer le syndrome de Gougerot-Geograine dans cette filière de santé. Et d'ailleurs, il y a actuellement un appel d'offres européen pour labelliser des centres de référence européens. Et le syndrome de Gougerot-Geograine systémique fait partie des maladies rares retenues par la communauté européenne. Donc il n'y a pas de raison que la France ne fasse pas la même reconnaissance au syndrome de Geograine de sa qualité ou qualificatif de son qualificatif de maladie rare, parce que ça entraîne des conséquences importantes pour les patients, pour la prise en charge et puis aussi pour les conseils qu'on peut apporter et les documents qu'on peut fournir dans le cadre de cette filière qui est destinée aux maladies rares. Donc l'intégrer est important et nous travaillons pour. Le syndrome de Geograine est une maladie complexe, vous le voyez sur ce schéma. On peut néanmoins résumer cette maladie à une maladie auto-immune localisée à une cellule, la cellule épithéliale. La cellule épithéliale, c'est la cellule qui recouvre les muqueuses. La cellule qui recouvre les muqueuses
eh bien, elle est attaquée par un stress, le stress, mais c'est pas le stress de la vie de tous les jours, ce sont des stress sans doute liés à des infections virales qui vont attaquer cette cellule épithéliale, qui va être activée et qui va relarguer en mourant, on appelle ça l'apoptose de la cellule épithéliale, elle va relarguer du matériel génétique qui va stimuler le système immunitaire et va aboutir à la production des anticorps associés au syndrome de Couche-Rouge-Graine, des auto-anticorps, et qui va se caractériser aussi par une prolifération des lymphocytes T et des lymphocytes B, c'est-à-dire les globules blancs du sang, mais qu'on trouve aussi dans les tissus, et ces globules blancs qui savent fabriquer des anticorps et d'habitude nous défendent contre les infections, mais en l'occurrence dans le syndrome de Couche-Rouge-Graine, c'est une autoréactivité. Les anticorps produits vont agir sur l'individu, d'où le terme de maladie auto-immune. Voilà ce que ça donne quand on fait une biopsie de glande salivaire accessoire. Eh bien, vous avez, pour beaucoup d'entre vous, déjà eu une biopsie qui est un critère de diagnostic très important. On voit ici tous ces petits points qui refoulent ici les acinis, c'est-à-dire les glandes qui vont fabriquer la salive. Eh bien, tout est infiltré par des points rouges, roses, qui sont les lymphocytes qui infiltrent les glandes. Et on peut ainsi comprendre bien que la glande salivaire va sécréter moins de salive. Il en est de même pour toutes les muqueuses, l'œil, les bronches, etc. Le premier symptôme et le premier mode de révélation du syndrome de Couche-Rouge-Graine, c'est la sécheresse. Vous le savez, surtout la sécheresse buccale. C'est un mode d'entrée dans la maladie, mais il y a de nombreuses causes autres que le syndrome de Couche-Rouge-Graine. Et donc une sécheresse isolée de la bouche n'est pas un syndrome de Couche-Rouge-Graine. Il faudra faire un bilan par une équipe experte qui connaît bien le sujet. Le syndrome de Rouge-Graine peut aussi se révéler, vous le savez, par une sécheresse des yeux, et vous avez tous déjà eu ce petit test qu'on appelle le test de Schirmer, qui permet d'évaluer la quantité de larmes produites en 3 ou 5 minutes. Et si ce test est inférieur à 5 mm, eh bien, s'il n'y a pas de larmes à 5 mm, c'est que ce test est positif. Il y a une sécheresse des yeux, ce n'est pas un signe de Couche-Rouge-Graine, mais c'est un mode de révélation. Il y a aussi d'autres causes que le syndrome de Couche-Rouge-Graine pour expliquer cette sécheresse. Parfois, le syndrome de Couche-Rouge-Graine débute par une hypertrophie des glandes salivaires, comme vous l'avez ici, surtout de la glande parotide. Alors les oreillons aussi, ça donne des grosses parotides, mais c'est un événement aigu. Dans le syndrome de Couche-Rouge-Graine, il peut y avoir des évolutions par poussée de ces glandes, puis elles reprennent une taille normale, elles regonflent, ou parfois elles peuvent rester gonflées de façon permanente. C'est aussi un mode d'entrée dans le diagnostic du Couche-Rouge-Graine, ou parfois un des premiers symptômes de Couche-Rouge-Graine. Mais il y a plusieurs autres modes d'entrée dans la maladie. Parfois, ça peut être simplement un phénomène de Raynaud. Le phénomène de Raynaud, on l'observe, c'est cette crise de doigt blanc que vous voyez au froid. Le sang n'arrive plus au bout du doigt parce que les petites artères du doigt se sont contractées au froid. C'est pour ça que le bout du doigt est blanc. Ça va être déclenché par le froid, le stress, ça va durer quelques minutes, parfois 15-30 minutes, puis ensuite la peau reprendra son aspect tout à fait normal. Ce phénomène de Raynaud touche environ 30% des patients atteints de Couche-Rouge-Graine. Et ça peut être un mode d'entrée dans la maladie, mais là encore, tout phénomène de Raynaud n'est pas un syndrome de Couche-Rouge-Graine. Dans plus de 99% des cas, lorsqu'il y a un phénomène de Raynaud, c'est un phénomène de Raynaud tout à fait idiopathique, c'est-à-dire sans cause, c'est-à-dire c'est un phénomène assez classique chez la jeune fille notamment. Il y a volontiers un terrain familial pour ça. Mais c'est un mode d'entrée dans la maladie, un phénomène de Raynaud qui débute par exemple à 40 ans. Eh bien, il faut faire une recherche de syndrome de Couche-Rouge-Graine. Parfois, c'est une polyarthrite qui va débuter le syndrome du Couche-Rouge-Graine, et c'est par le biais d'une polyarthrite avec gonflement des articulations des mains qu'on peut être amené à poser le diagnostic. La polyarthrite du Couche-Rouge-Graine peut faire gonfler les articulations, elle peut réveiller la nuit, elle peut entraîner une raideur matinale pour la mise en route des articulations, mais à la différence de la polyarthrite rhumatoïde, elle ne va jamais détruire, jamais déformer les articulations. Parfois, il y a un chevauchement. Attention, syndrome de Couche-Rouge-Graine et polyarthrite rhumatoïde. Le syndrome de Couche-Rouge-Graine peut être primaire ou primitif, c'est-à-dire totalement isolé, ou le syndrome de Couche-Rouge-Graine
peut être associé à une autre maladie auto-immune et parfois à une polyarthrite rhumatoïde. Donc en cas de polyarthrite et syndrome de Gumbel-Ghobrial, il faut rechercher aussi une autre maladie associée, notamment une polyarthrite rhumatoïde. Parfois, le syndrome de Gumbel-Ghobrial peut se révéler par un purpura, ce sont des atteintes vasculaires cutanées, et devant un purpura, il faut rechercher un syndrome de Sjögren. On dit Gumbel-Ghobrial ou Sjögren. Dans la littérature anglo-saxonne, c'est Sjögren syndrome. En France, c'est Gumbel et Sjögren parce que le syndrome a été identifié et décrit par le docteur Gumbel et le docteur Sjögren qui était à l'origine de la description française, monsieur Gumbel. C'est pour ça que les anglo-saxons ne connaissent pas trop et disent plutôt Sjögren. Parfois aussi, le syndrome de Sjögren peut débuter, peut se révéler par un tableau douloureux diffus que l'on appelle la fibromyalgie, qui est un tableau douloureux sur des zones d'insertion. Tous les points rouges, ce sont des zones d'insertion tendineuses. Toutes ces zones d'insertion tendineuses sont hyper douloureux, non pas parce qu'il y a de l'inflammation à ce niveau, mais parce qu'il y a une diminution du seuil de la douleur, et c'est assez fréquent dans toutes les maladies chroniques, et particulièrement dans le syndrome de Gumbel-Ghobrial. Et du fait de cette diminution du seuil de la douleur médiée par la sérotonine, tous ces points, toutes ces zones d'insertion tendineuse déjà un peu sensibles chez un sujet normal deviennent hypersensibles chez le patient qui a un syndrome de Gumbel-Ghobrial. Et il est bon ton, devant un tableau de fibromyalgie, de rechercher aussi un syndrome de Gumbel-Ghobrial, de s'assurer de la présence ou non de ce syndrome de Gumbel-Ghobrial. Parfois et plus rarement, le syndrome de Gumbel-Ghobrial peut être révélé pendant la grossesse. Parce qu'au cours du syndrome de Gumbel-Ghobrial, certains anticorps, parfois présents, qu'on appelle les anticorps anti-SSA, ce sont des anticorps anti-noyaux des cellules, anticorps antinucléaires que vous connaissez sans doute, qui n'ont rien à voir avec la radioactivité, je vous rassure, mais c'est les noyaux des cellules. Eh bien, une spécificité de ces anticorps fréquemment retrouvés dans le syndrome de Gumbel-Ghobrial sont les anticorps anti-SSA. Et quand il y a des anticorps anti-SSA, et qu'une femme a une grossesse, eh bien, ces anticorps peuvent passer la barrière placentaire et parfois être à l'origine de ce qu'on observe ici, c'est-à-dire un ralentissement du cœur du bébé. Le cœur du bébé ici est très rapide et brutalement, le cœur du bébé se ralentit. Il était à plus de 130 ici et se ralentit à 50, 52 ici. Par action directe de ces anticorps sur le cœur du bébé. Alors c'est une situation très rare, mais qui peut survenir et qu'il faut savoir surveiller pendant la grossesse lorsqu'une femme a des anticorps anti-SSA. Il faudra surveiller tout simplement le rythme cardiaque fœtal entre la 14e et la 26e semaine de grossesse, d'aménorrhée, c'est-à-dire surtout au cours du deuxième trimestre. Alors c'est quand même un événement rare, je vous rassure, pour toutes les femmes qui sont en âge de procréer et qui ont des anticorps anti-SSA, c'est un événement très rare qui est de l'ordre de environ 2%, c'est-à-dire qu'en pratique, il faut 5 ans de grossesse pour un risque. 5 ans de grossesse pour un risque. Donc rassurez-vous, c'est un événement rare et on a moyen de suivre et de dépister ceci. Parfois, le syndrome de Gumbel-Ghobrial est révélé par une hypergamma-globulinémie, c'est-à-dire un excès d'anticorps dans le sang. Ça, c'est une électrophorèse des protéines. On prend par prise de sang et on divise par un champ électrique les différentes protéines du sang. Et le dernier pic qui est là, ce sont les gamma-globulines ou anticorps. Dans le syndrome de Gumbel-Ghobrial, il y a souvent un excès d'anticorps qu'on retrouve dans le sang par ce profil électrophorétique. Ça peut être une cause d'élévation de la vitesse de sédimentation et parfois un médecin, dans le cadre d'un bilan de santé, fait un contrôle de la vitesse de sédimentation qui est élevé non pas parce qu'il y a de l'inflammation, mais tout simplement parce qu'il y a un excès d'anticorps dans le sang, une hypergamma-globulinémie, et ça peut être un mode aussi d'entrée dans le diagnostic de syndrome de Gumbel-Ghobrial. Voilà tous les modes d'entrée dans le diagnostic. Il y en a d'autres, on aura peut-être l'occasion d'en reparler par chat, on regardera un peu vos questions, on espère que vous êtes très nombreux. Parlons de quelques données d'épidémiologie maintenant. L'épidémiologie, c'est des notions de fréquence. Alors la fréquence, le terme médical qu'on utilise, c'est la prévalence, c'est-à-dire combien il y a de cas par habitant.
Eh bien, dans les données publiées, cette prévalence est très 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 variable et c'est pour ça que nos instances administratives de santé ont hésité au départ, suite au premier plan maladies rares, d'intégrer le syndrome de Gumboro-Sjogren dans les maladies rares. La prévalence varie de 0,5% de la population, ce qui est énorme, comme la polyarthrite rhumatoïde, à parfois plus encore, 3-4%. Ce qui est sûr, en tout cas, on reparlera des données de prévalence ensuite, c'est qu'il y a un sexe ratio, c'est-à-dire beaucoup plus de femmes que d'hommes. Ça, c'est une constance dans toutes les maladies auto-immunes. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Environ 9 femmes au moins pour un homme, tout simplement parce que l'imprégnation hormonale probablement intervient et probablement aussi dépendant des 2 X chromosomes féminins qui favoriseraient l'autoréactivité, pourrait expliquer cette prédominance féminine. Il y a 2 pics d'âge de révélation de la maladie, c'est 20-30 ans et 50 ans. Il y a aussi un retard diagnostique qui est constant d'environ 8 ans, tout simplement parce que souvent le syndrome de Gumboro-Sjogren débute par une petite sécheresse buccale et que devant une sécheresse buccale, on ne va pas d'emblée faire un bilan à la recherche d'un syndrome de Gumboro-Sjogren et c'est quand la sécheresse se confirme, devient plus invalidante ou s'accompagne d'autres symptômes que l'on peut être amené à chercher ce diagnostic. Nous avons maintenant des données épidémiologiques un petit peu plus larges, notamment des données européennes et des données françaises. Et une méta-analyse, c'est une analyse de la littérature publiée au niveau international. On rassemble toutes les études publiées dans la littérature et on fait une analyse globale. Et l'analyse globale de la prévalence, c'est-à-dire de la fréquence dans la population générale, est chiffrée à 39 à peu près, 38,95 pour 100 000, c'est-à-dire 3,89 pour 10 000. Or, la définition de la maladie rare retenue par la communauté européenne, c'est inférieur à 5 pour 10 000. Donc sur ces données de méta-analyse, le syndrome de Gumboro-Sjogren primitif, maladie isolée, non associée aux autres maladies auto-immunes, est une maladie rare. Et les données françaises sont même inférieures. Les données françaises sont juste au-dessus. Elles sont de 1,13 pour 10 000 habitants. 1,13 pour 10 000 habitants. Ce qui nous fait en France à peu près 6 à 7 000 patients comme vous atteints de syndrome de Gumboro-Sjogren. Donc vous n'êtes pas seul en tant que patient et vous n'êtes pas seul en tant que docteur, vous avez vu. Il y a un réseau national bien défini aujourd'hui par le plan maladie rare pour vous prendre en charge. Pour retenir les critères de classification ou le diagnostic de syndrome de Gumboro-Sjogren, on utilise des critères de classification. Ces critères de classification ont été définis par un consortium de médecins, un groupe d'experts américains et européens, et ont été définis en 6 points. Et il faut rassembler certains de ces critères pour que l'on puisse classer le patient ou retenir le diagnostic de syndrome de Gumboro-Sjogren authentique. C'est-à-dire, il faut avoir une sécheresse des yeux, j'ai les yeux qui piquent. Il faut avoir une sécheresse de la bouche. Je dois boire fréquemment parce que j'ai la bouche toujours sèche. Ça, ce sont les symptômes qu'on appelle subjectifs, décrits par le patient. Ou alors, j'ai une atteinte oculaire, j'ai une sécheresse, mais confirmée par un test ophtalmologique, et c'est le fameux test de Schirmer, c'est des petites bandelettes de papier buvard qui confirment le diagnostic. Ou alors j'ai une sécheresse objective confirmée de ma salive de ma bouche parce que j'ai un flux salivaire, une sécrétion de salive qui est inférieure à 1,5 ml sur 15 minutes, et beaucoup d'entre vous ont déjà subi ce test de recueillir le volume salivaire sur 15 minutes et de voir s'il est inférieur à 1,5 ml. C'est un signe donc objectif. Et puis il y a 2 critères immunologiques et il en faut au moins un pour confirmer le diagnostic. C'est-à-dire que le syndrome de Gumboro-Sjogren est une maladie immunologique, une maladie auto-immune de la cellule épithéliale. Et il faut donc un critère immunologique pour obtenir le diagnostic. Soit un infiltrat des lymphocytes dans la glande salivaire accessoire, ce petit prélèvement qu'on vous a fait pour beaucoup d'entre vous au niveau de la lèvre inférieure, et c'est l'image que je vous ai fait voir tout au début, c'est-à-dire l'infiltration de ces petits points violets ou bleutés dans la glande salivaire. S'il y a beaucoup de cellules, eh bien c'est un critère immunologique, ça veut dire que la glande est envahie par les lymphocytes, les cellules de l'immunité, ou alors la présence dans le sang d'anticorps antinucléaires, anti-noyaux des cellules, et particulièrement
un sous-groupe qu'on appelle les anticorps anti-SSA, ceux qui pouvaient intervenir dans la grossesse, ou les anticorps anti-SSB. Eh bien, il faut rassembler au moins 4 de ces 6 critères, ou alors, si on a les 2 derniers, eh bien, il faut en rassembler un de plus, tout simplement, pour obtenir le diagnostic de syndrome de Goujon-Sjogren. Donc, authentiquement, on ne peut pas affirmer le diagnostic s'il n'y a pas des anticorps antinucléaires avec des anti-SSA, ou s'il n'y a pas une infiltration dans les glandes salivaires, ce qu'on appelle la classification de Chisholm, qui doit être une classification de stade 3 ou 4, qui témoigne non pas d'un stade de gravité, mais d'une importance d'infiltration de la glande par les lymphocytes. Alors il y a 2 grands profils évolutifs de syndrome de Sjogren ou de Goujon-Sjogren. Il y a une forme qui est plus chronique ou spécifiquement liée, située dans la cellule épithéliale et au niveau des muqueuses, et qui est une forme associant plus la sécheresse, la fatigue et les douleurs, à type d'arthromyalgie, c'est-à-dire des douleurs articulaires et musculaires, et une forme plus évolutive ou extra-épithéliale, c'est-à-dire qui va déborder l'inflammation des cellules épithéliales des muqueuses, qu'on appelle aussi systémique. Cette forme-là est plus évolutive et nécessitera des traitements plus énergiques que la forme dite chronique, qui nécessitera surtout des traitements dits symptomatiques. Alors, il y a un papier dans la littérature qui récemment a pu comparer, parce que la fatigue est un critère très fréquent, très fréquemment retrouvé au cours du syndrome de Goujon-Sjogren, et une équipe de Grèce a étudié une centaine de patients atteints de syndrome de Goujon-Sjogren primitif et a retrouvé un état de fatigue dans un tiers des cas. 32 patients de cette série étaient fatigués selon des échelles de fatigue et 74 ne se déclaraient pas fatigués. Donc on peut aussi avoir un syndrome de Sjogren sans être fatigué, mais la fatigue peut être aussi fluctuante. Eh bien, on pourrait penser que la fatigue est associée spécifiquement à la forme dite épithéliale, focale. Eh bien, il n'en est rien. Il n'y a pas de différence en termes d'atteinte d'organes, notamment le poumon, notamment l'existence ou non d'un purpura, notamment les neuropathies. Il n'y a pas de différence significative dans les 2 groupes, donc la fatigue se voit aussi bien dans un groupe que dans l'autre. En revanche, ce qui fait la différence, c'est l'existence d'une fibromyalgie, ces points douloureux que je vous ai décrits précédemment. Les patients qui ont une fibromyalgie ont beaucoup plus souvent de la fatigue associée, et la fatigue associe volontiers la fibromyalgie. Ce qui est aussi associé à la fatigue, et il faut en tenir compte, c'est l'état d'anxiété ou de dépression. Ça ne veut pas dire que tous les patients qui sont fatigués au cours d'un syndrome de Goujon-Sjogren sont plus anxieux ou ont plus un état dépressif, mais l'anxiété et la dépression sont plus fréquents, et tout ça entraîne aussi des troubles du sommeil. Donc il faut consulter pour la fatigue et s'assurer qu'il n'y ait pas de troubles anxieux ou de petites touches dépressives qui puissent expliquer cette fatigue. Le syndrome de Goujon-Sjogren peut donc être systémique, extra-épithélial, et toucher d'autres organes que les muqueuses. Il peut toucher le poumon, parfois il peut donner des infiltrats dans le poumon et des fibroses du poumon. Il peut aussi parfois toucher le système nerveux central, c'est très rare, et donner ces petits hypersignaux qui peuvent tout à fait ne pas avoir de retentissement clinique. Le syndrome de Goujon-Sjogren, et c'est rare, peut aussi se compliquer de vascularite, c'est-à-dire d'inflammation des petits vaisseaux, liés souvent à la présence d'un anticorps particulier dans le sang qu'on appelle la cryoglobuline. La cryoglobuline, c'est globuline anticorps, cryo froid, donc il y a tendance à précipiter au froid et peut donner des lésions de vascularite comme ceci. Et là, il y a des traitements très spécifiques, on en dira un petit mot. Et parfois aussi, il faut en dire un mot, le syndrome de Goujon-Sjogren peut se compliquer de lymphome. C'est un événement très rare. Le lymphome, c'est une prolifération des cellules de l'immunité, des lymphocytes T ou des lymphocytes B, une prolifération qu'on appelle monoclonale, c'est-à-dire une cellule mère va se différencier selon une même clonalité et peut donc proliférer, et cette prolifération peut se voir soit au cours du syndrome de Goujon-Sjogren dans
les glandes parotides. Il peut y avoir des lymphomes dans les glandes parotides. D'habitude, les lymphomes sont dans les ganglions, mais au cours du syndrome de Sjögren, ils sont souvent hors des ganglions. On appelle ça un lymphome de Malte, ou peut donner des petits nodules parfois dans le poumon. Ce risque est un peu plus élevé au cours du syndrome de Sjögren, mais il est plus élevé chez certains patients. Il est plus élevé surtout chez les patients qui ont des gonflements intermittents des glandes parotides. Il est plus élevé chez les patients qui font des poussées de vascularite. Il est plus élevé chez les patients qui ont cet anticorps dans le sang, la cryoglobuline. Enfin, il est plus élevé, mais il faut relativiser les choses. Globalement, le risque est multiplié par 14 par rapport à la population générale, mais un événement très rare dans la population générale, même multiplié par 14, reste un événement très rare au cours du syndrome de Sjögren. Mais ça justifie de sans doute surveiller de façon plus régulière les patients qui ont ces anomalies à type de poussée de parotidomégalie, de cryoglobuline dans le sang ou d'hypergamma-globulinémie. Parlons maintenant du traitement. Et ça vous intéresse au premier point, je pense. Madame Favou, vous disiez qu'il n'y a pas trop de traitement et donc pas beaucoup de participation de l'industrie pharmaceutique pour le syndrome de Sjögren et l'association. Eh bien, je peux vous dire que ça va changer. Dans les années qui viennent, il va y avoir, nous pensons, une révolution dans la prise en charge du syndrome de Sjögren. Néanmoins, ce qui ne changera jamais, c'est le traitement symptomatique local. Quand on a l'œil sec, eh bien, il faut humidifier l'œil. Il n'y a pas de traitement pour être rapidement efficace. Si l'œil pique, c'est les collyres, les larmes artificielles, pour soulager, qu'il y ait ou non de l'acide hyaluronique. Il faut préférer les collyres qui sont sans conservateur. Alors là, c'est une liste, mais elle est beaucoup plus longue que ça. On ne peut pas conseiller plus l'un que l'autre. Il faut tester, voir celui que vous supportez. Si vous utilisez un collyre qui vous pique les yeux, il faut changer de collyre. Il faut en trouver un qui vous convient et que vous tolériez, qui vous soulage. Parfois, on peut faire des combinaisons de collyres. On peut combiner les larmes artificielles avec des collyres contenant de l'acide hyaluronique ou hyaluronate de sodium, qui est une substance un peu visqueuse qu'on injecte dans les articulations, dans l'arthrose notamment, pour reconstituer un petit peu de membrane de liquide synovial pour lutter contre l'arthrose. Et bien cette substance, on peut aussi l'appliquer dans l'œil, et ça peut être, mais sans piqûre évidemment, c'est un collyre, et donc on peut l'alterner aux larmes artificielles. Il faut éviter tous les facteurs irritants externes qui peuvent assécher les larmes. Vous qui êtes atteinte de syndrome de Sjögren, vous savez très bien que si vous roulez en voiture, vous gardez la fenêtre ouverte, ça va assécher les larmes. Votre cornée, si vous mettez la clim, ça irritera aussi vos yeux parce que ça asséchera les larmes. La fumée tabac aussi va irriter les yeux. Il faut éviter toutes les sources de chaleur aussi parce qu'à la chaleur, les larmes s'évaporent. Donc il faut faire attention à tout ça. Si vous travaillez sur ordinateur, eh bien, il faut mettre votre visage, votre regard au-dessus de l'ordinateur, tout simplement parce que vos paupières, c'est des petits volets mécaniques. Et que si vous ouvrez complètement les volets mécaniques parce qu'il faut lever les yeux pour voir l'écran, eh bien, les quelques larmes que vous aurez sur votre cornée vont s'assécher beaucoup plus rapidement. Donc il y a toute une série de comportements qu'il faut adapter au quotidien pour limiter l'évaporation des quelques larmes qui pourraient exister encore sur votre cornée. Et puis il y a des méthodes un peu plus complexes, plus sophistiquées, mais les lunettes à chambre, c'est-à-dire un peu comme les lunettes de montagnard qui ferment les côtés. Si vous êtes à l'extérieur, qu'il y a beaucoup de vent, ça peut être une façon pour être moins gêné. Et quand tout ça ne suffit pas, il y a des alternatives possibles. Il y a un collyre que vous devez connaître quand on est en échec des autres possibilités thérapeutiques, c'est le collyre à la cyclosporine. La cyclosporine, c'est un médicament qu'on utilise dans les maladies auto-immunes, mais aussi en greffe d'organes. C'est un médicament qui peut contrôler la réaction immune excessive. Eh bien, on peut l'utiliser en collyre et ça transforme parfois la vie de certains patients qui ont une sécheresse des yeux. Ce collyre ne peut être prescrit que par un ophtalmologiste pour en réguler la prescription parce que c'est un médicament assez cher, mais il est accessible, il est remboursé et il faut, en cas d'échec des traitements précédents, aller voir l'ophtalmologiste pour discuter de la possibilité de ce traitement.
Il y a d'autres possibilités thérapeutiques, et notamment des possibilités mécaniques. Les larmes, comment ça marche? Eh bien, vous avez ici, en haut à droite, sous la paupière, donc à la partie externe de l'œil, la glande lacrymale qui va fabriquer les larmes. Il y en a quelques-unes sur la paupière supérieure globale. Les larmes vont couler sur la cornée, vont aller en bas vers la paupière inférieure, il y a comme une petite rigole, et les larmes en excès, quand il y a des larmes en excès, eh bien, soit coulent sur la joue quand on pleure, ou alors sont récupérées par un petit canal qui va drainer l'excès de larmes vers le nez. Quelquefois, on a un nez qui coule parce qu'on a les yeux qui coulent. Pour éviter, quand on manque de larmes, que le peu de larmes qui arrivent sur la cornée s'évacue par ce petit canal, on peut boucher ce canal avec ce qu'on appelle un clou de silicone. Alors, c'est pas un clou et un marteau, attention, c'est un petit bouchon, en fait, de silicone, que l'ophtalmologiste va mettre dans ce petit trou, et il va fermer ce petit trou, et ça permet ainsi aux quelques larmes que fabriqueraient encore les glandes lacrymales de rester plus longtemps sur la cornée. C'est une alternative thérapeutique possible. Alors, chez certains patients, c'est mal supporté parce qu'ils ressentent ça comme un corps étranger dans l'œil, mais d'autres finissent par l'oublier complètement, et ça peut être aussi une alternative. Une alternative récente qui existe et qui est disponible auprès des ophtalmologistes, habituellement plus de CHU, c'est cette coque sclérale. D'habitude, les lentilles ne sont pas supportées. Quand on a un syndrome de Gaucher-Green, l'œil sec est incompatible avec des lentilles. Mais ça, c'est une coque sclérale particulière qui retient l'humidité en dessous de la lentille et qui donc garde une humidité permanente sur la cornée. Et cette patiente, en l'occurrence, a été transformée par ces coques sclérales. C'est aussi une alternative possible. Quand la bouche est sèche, eh bien on boit régulièrement. Et on boit régulièrement de l'eau. Et vous avez tous à portée de main, et Madame Faou aussi, la petite bouteille d'eau. Et ça, c'est quelque chose d'indispensable, évidemment. Il y a aussi la possibilité de stimuler les sécrétions salivaires résiduelles ou de donner une sensation de fraîcheur ou de pseudo-salive, mais quelquefois ça peut stimuler les sécrétions salivaires résiduelles. Mettre quelque chose dans la bouche et sucer. Alors il y avait ce médicament qui est le SST, mais il n'est plus commercialisé tout simplement parce que vous pouvez le remplacer par des petits tic-tac sans sucre qui permettent bien au cours de la journée d'avoir une impression de salive ou de stimuler les sécrétions salivaires résiduelles. Donc c'est une alternative possible. D'autres sont possibles, c'est les salives artificielles. Alors, j'en ai mis une ici, l'artificielle, mais il y en a beaucoup d'autres. Là aussi, il faut les tester, il faut les goûter, parce qu'elles ont des goûts différents, et donc ils entraînent des satisfactions différentes. Donc, certaines aussi restent plus longtemps sur les muqueuses que d'autres. C'est à tester, et ça peut rendre service pour certains patients. On peut avoir ça dans le sac à main. Et avant de devoir prendre la parole et parler longtemps, par exemple, un petit spray de salive peut aider. Il faut penser aussi que quand on a la bouche sèche, eh bien, on a moins de défense apportée par la salive pour lutter contre les bactéries qui pourraient proliférer autour des dents. Il faut donc avoir un soin dentaire parfait pour éviter les excès de caries. Sinon, les caries arrivent très vite quand on a un syndrome de Gaucher-Green. Donc il y a des mesures d'hygiène, c'est le brossage, c'est le jet dentaire, c'est le fil dentaire s'il le faut. C'est une fois par an aller voir le dentiste pour un détartrage. Les soins dentaires sont donc très 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 importants. Sachez que s'il y a eu nécessité d'extraction dentaire, les implants sont possibles. C'est une question qui nous est souvent posée. Est-ce qu'on peut mettre des implants quand on a un syndrome de Gaucher-Green? La réponse est oui, tout à fait. Après, tout dépend bien sûr de la qualité de l'os de la mâchoire. Quand on a la bouche sèche, eh bien, il faut prendre aussi le temps de bien mastiquer et de couper fin les aliments. Sinon, eh bien sûr, ils peuvent rester accrochés lors de la déglutition. Et il faut alors boire régulièrement aussi pour déglutir. Il faut penser aussi à la sécheresse qui peut toucher la peau et bien hydrater la peau, la xérose. Et ça, c'est régulier, ça doit être répété. Il y a un produit qui n'a pas d'AMM, attention, dans le syndrome de Gaucher-Green, dans la sécheresse, il y a une AMM dans l'eczéma, c'est le Dexeryl, mais il peut rendre service incontestablement. C'en est un, il y en a d'autres, hein, je n'ai pas de préférence. Et il peut aussi y avoir d'autres sécheresses ailleurs, notamment le nez. Le nez peut être très très sec. Le fond de la gorge peut être très sec et être très gênant, et ça peut entraîner des troubles du sommeil. La solution, c'est les lavages de nez à l'eau de mer.
lavage de nez au chlorure de sodium, régulièrement, surtout le soir. Alors il y a le Prorinel, mais on peut prendre le chlorure de sodium soluté injectable, les flacons 250 ml, qu'on met dans une petite pipette et qu'on injecte au niveau des narines pour bien humidifier le nez et toute la région postérieure. Il peut aussi y avoir des sécheresses vaginales qui peuvent être invalidantes et perturber bien sûr la libido. Il y a eu un papier qui a été fait sur troubles de la fonction sexuelle et syndrome de Sjögren. Eh bien, incontestablement, il y a un retentissement sur la libido, sur le désir, il y a plus de douleur, il y a moins de lubrification vaginale. Donc, il y a un retentissement qui peut être lié à un problème local, bien sûr, avec moins de sécrétion, mais aussi qui peut être lié à l'état de douleur permanente, de douleur diffuse. Il faut aussi tenir compte de ça, bien entendu, pour la qualité de vie. Quand on a parlé de toutes les solutions thérapeutiques possibles locales, il y a des traitements par voie générale, et ça c'est important d'y insister un peu. Il y a tout d'abord des précautions particulières, il faut éviter tous les médicaments qui pourraient aggraver la sécheresse, c'est-à-dire tous les médicaments psychotropes. Et c'est pas toujours facile quand on est anxieux ou un petit peu dépressif. Il faut éviter certains antihypertenseurs, bien regarder sur les notices de vos médicaments que vous prenez s'ils ne peuvent pas entraîner de sécheresse. Les antihistaminiques aussi peuvent être une source d'accentuation de la sécheresse. Et puis des médicaments peuvent aider à stimuler les sécrétions salivaires. On a longtemps utilisé le bisolvon, qui est parfois utilisé dans les hyposécrétions bronchiques, mais avec des résultats un peu mitigés. Il y a un médicament qui rend volontiers service, c'est le sulfarlem S25, qu'on peut prendre à la dose de 1 comprimé 3 fois par jour. On peut aller jusqu'à 2 comprimés 3 fois par jour en fonction de la tolérance digestive. Des patients sont vraiment très contents de ce médicament. D'autres prennent de la teinture de jaborandi. C'est une teinture en fait qui contient du chlorhydrate de pilocarpine et qui peut aussi rendre service. Ou alors on peut utiliser le chlorhydrate de pilocarpine. C'est le médicament qu'on a le plus l'habitude maintenant de prescrire après le salagène. Quand le salagène ne suffit pas, eh bien on prescrit soit de la teinture de jaborandi qui contient un peu de pilocarpine, ou alors le chlorhydrate de pilocarpine qui est commercialisé sous un nom qui est le salagène, mais il n'est pas remboursé, malheureusement. Il y a possibilité néanmoins de le prescrire en posologie inférieure en préparation magistrale que celle qui est commercialisée. Ce sont des comprimés à 2,5 ou 4 mg et on peut prescrire 1, 2, 3, 4 jusqu'à 6 comprimés par jour à 4 mg. Ça aide incontestablement la sécheresse. Quand on doit prendre la parole pour faire une conférence, pour faire un cours ou bien un repas de famille, eh bien on peut prendre un comprimé 15 minutes avant et on a ainsi, beaucoup de patients sont soulagés pendant 1 heure grâce à ce médicament. Alors il y a cependant des contre-indications qu'il faut respecter. C'est l'hypersensibilité aux médicaments, c'est l'asthme non contrôlé, c'est des inflammations de l'œil, certaines inflammations, et c'est très rare au cours du lupus, c'est le glaucome par fermeture de l'angle, c'est la grossesse, c'est l'allaitement, et il y a parfois des effets indésirables qui peuvent survenir à type d'hypersudation, de bouffées de chaleur, mais ça témoigne en général d'un excès de dose, il suffit de réduire la dose. Quand le syndrome de Sjögren est plus systémique, qu'il y a de la polyarthrite, qu'il y a de la vascularite, c'est là qu'il faut utiliser des médicaments par voie générale. Et le premier de ces médicaments est souvent la cortisone, que vous connaissez, soit la prénisone ou le cortencil, le solupred, la prénisolone. Nous préférons utiliser la prénisone. Elle est parfois nécessaire pour contrôler une polyarthrite, elle est parfois nécessaire pour contrôler un infiltrat dans le poumon, elle est parfois nécessaire quand il y a de la vascularite, comme vous l'avez vu sur ces orteils bleus. Un médicament d'appoint qu'on prescrit souvent quand il y a une atteinte articulaire, quand il y a une polyarthrite, c'est le plaquenil. Cependant, un essai récent français a montré que le plaquenil n'apportait pas un bénéfice franc sur douleur, sécheresse, fatigue. Néanmoins, quand il y a une authentique polyarthrite, avec une authentique synovite, c'est-à-dire gonflement des articulations, je pense qu'il faut tenter ce médicament en association à la cortisone. Quand tout ça n'est pas suffisant, eh bien, on passe à une étape supérieure, qui est l'étape des médicaments immunosuppresseurs. Le médicament immunosuppresseur que l'on donne volontiers, notamment quand il y a une authentique polyarthrite et que cortisone, plaquenil ne suffisent pas, c'est un médicament qu'on appelle le méthotrexate, ou Novatrex, ou Metogect, ou Imet.
Et ce médicament s'administre soit en cachet une fois par semaine, soit en piqûre une fois par semaine et peut rendre de très bons services. D'autres médicaments sont plus puissants, c'est des immunosuppresseurs plus puissants, ils ne sont utilisés comme l'Immurel ou l'Endoxan, le cyclophosphamide ou l'azathiopprine que dans les formes plus sévères, quand l'infiltrate pulmonaire est sévère et progresse malgré les traitements de première ligne, notamment, ou lorsqu'il y a une vascularite dans le rein, parfois, on peut être amené à utiliser ces médicaments. Mais, et le syndrome de Gougerot-Jeugren tire profit aujourd'hui des développements des médicaments de la polyarthrite rhumatoïde, le rituximab, qui est un médicament qui est commercialisé dans la polyarthrite rhumatoïde depuis plusieurs années maintenant, qui était utilisé auparavant dans le traitement de certains lymphomes, est un médicament qu'on appelle un biomédicament qui va cibler le lymphocyte B qui prolifère de façon excessive dans le syndrome de Gougerot-Jeugren et qui peut ainsi être bloqué par ce médicament. Et ça donne des résultats assez extraordinaires dans les formes sévères, avec vascularite cutanée, vascularite rénale notamment, atteinte pulmonaire et évolutive. Alors les biomédicaments, c'est des médicaments qui étaient au départ fabriqués par l'industrie pharmaceutique à partir de petites souris, à qui on administrait ce qu'on appelle un antigène, comme si on allait vacciner la souris contre un antigène. Et la souris fabrique des anticorps, on prend les cellules de la souris, on les fait survivre dans des tubes ou dans des boîtes de pétri, on les fait proliférer, et puis après on récolte ce que ces cellules fabriquent. Et comme on a éduqué ces cellules, on développe un médicament qui va être un médicament intelligent et qui va cibler une molécule particulière dans le corps. Pour la polyarthrite rhumatoïde, c'est les anti-TNF, mais dans le syndrome de Gougerot-Jeugren, c'est inefficace. Et en l'occurrence, le rituximab cible un marqueur du lymphocyte B qu'on appelle le CD20, qui se situe à la surface du lymphocyte B, c'est-à-dire le globule blanc qui fabrique les anticorps. Ce médicament rituximab, quand on l'administre par voie intraveineuse, vient bloquer ces deux récepteurs et déclencher la mort, l'apoptose du lymphocyte B autoréactif. Les anti-TNF, Lermicane notamment, qui avaient été testés dans une étude française pilotée par Xavier Mariette, ce médicament est inefficace sur les critères sécheresse, douleur, fatigue. Heureusement, les candidats sont très nombreux. Et c'est pour cela que je vous parlais d'espoir thérapeutique dans les années qui viennent. Voilà les deux globules blancs de l'organisme, le lymphocyte B qui est activé dans le syndrome de Jeugren, le lymphocyte T qui est activé dans le syndrome de Jeugren, et tous les marqueurs de surface sur lesquels on pourrait agir avec un médicament. Et tout ça, c'est l'espoir de demain, parce que des essais thérapeutiques sont en cours aujourd'hui et pourraient demain changer nos pratiques, notamment avec l'interleukine 6 ou le tocilizumab qui est utilisé dans la polyarthrite rhumatoïde et qui est actuellement testé dans une étude pilotée par Jacques-Éric Gothenberg dans le syndrome de Gougerot-Jeugren, mais aussi une autre étude qui est en cours et qui a débuté dans notre pays et qui va tester la combinaison de deux médicaments, le rituximab dont je vous parlais qui cible l'anticorps CD20 et un médicament commercialisé déjà depuis quelques années dans le syndrome de Gougerot-Jeugren qui est le belimumab. Pour participer cependant à ces essais thérapeutiques en cours actuellement en France, il faut en parler à votre médecin référent, savoir s'il est un centre où ces essais thérapeutiques sont pratiqués, mais il faut aussi avoir un score minimal d'activité pour participer à ces protocoles. Et je vous ai mis cette fiche simplement pour que vous ayez à l'esprit ce qu'est le score ESSDAI. Le score ESSDAI, c'est un score d'activité du syndrome de Gougerot-Jeugren, qui est le large Sjogren Syndrome Disease Activity Index. Et quand on a un score de ESSDAI qui atteint 5 ou 6, on peut participer à un de ces essais thérapeutiques. Par exemple, si on a des petits ganglions sur le cou, on a 1 x 4 points. Et par exemple, si on a des glandes parotides qui sont gonflées mais qui font moins de 3 cm, on a 1 point multiplié par 2. Dans ce cas-là, le patient atteint de syndrome de Jeugren qui a ces deux symptômes a 6 de score d'activité et peut participer à cet essai thérapeutique. C'est un peu aussi le cas si par exemple il y a une atteinte articulaire, s'il y a une polyarthrite modérée, c'est 2 points par 2, ça fait 4. Et s'il y a des petites taches de purpura sur la peau, ça fait 2 points multipliés par 3, ça fait 6, ça fait un score à 10. Et là, on est au-dessus de 5 à 6 et on peut participer à l'essai thérapeutique. Et j'en terminerai par la dernière diapositive. Quand on a vu l'ensemble des traitements possibles, il faut aussi penser à soi
parce que le traitement du syndrome de Couche-Rogers-Green, c'est aussi penser à soi et penser à son équilibre psychique, corporel, par des thérapies alternatives. Et les thérapies alternatives doivent être associées au syndrome de Couche-Rogers-Green parce que le syndrome de Couche-Rogers-Green souvent a la fibromyalgie, souvent est fatigué. Et dans toutes les maladies chroniques, les thérapies alternatives sont utiles. Le tai chi a démontré qu'il pouvait aider les douleurs du syndrome de Couche-Rogers-Green, mais c'est un exemple. Je pense que d'autres alternatives thérapeutiques sont utiles, sans parler de la psychothérapie. Ça s'est réservé vraiment aux formes plus sévères d'anxiété ou de dépression. Non, je parlerai plutôt, par exemple, de yoga, par exemple, de sophrologie, d'hypnose, toutes ces thérapies alternatives qui peuvent vous faire du bien psychiquement. Voilà. Voilà, on a fait la revue globale de ce qu'est le syndrome de Couche-Rogers-Green, des traitements actuels du syndrome de Couche-Rogers-Green. Et bien nous avons 10-15 minutes, 10 minutes, puisqu'on a commencé un petit peu en retard pour tenter de répondre à vos questions. Alors je n'ai pas eu le temps, en même temps que je vous parlais, de regarder les questions du chat, mais on va les regarder ensemble et ensemble, Madame Faou, répondre aux questions. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire ou à réagir devant cette présentation, le temps que l'on regarde un petit peu les données du chat. Je pense que ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est effectivement la différence entre le Sjögren primaire, le Sjögren secondaire, et comment au milieu de tout ça, tout le monde en fait a un syndrome sec. Enfin, c'est la classification, je dirais, qui est compliquée à comprendre. Mais ça, vous l'avez bien compris. Je pense que ça a dû bien éclairer les gens, parce que c'est des questions. Souvent, les gens disent mais j'ai quoi moi? J'ai un primaire, un secondaire. Enfin, qu'est-ce que j'ai? Mais je pense que là, vous l'avez bien expliqué. Alors, je vais revenir, oui, en deux mots là-dessus. C'est très important. Le syndrome de Couche-Rogers-Green peut être donc primaire ou secondaire ou bien associé. Le syndrome de Sjögren ou de Couche-Rogers-Green primaire est totalement isolé. C'est une maladie isolée, un peu comme la polyarthrite rhumatoïde est une maladie isolée. Il répond aux critères de classification comme je vous l'ai décrit. Et parfois, le syndrome de Couche-Rogers-Green est associé à une autre maladie auto-immune. On appelle ça un syndrome de chevauchement. Lorsqu'il est associé à une autre maladie auto-immune, par fréquence, c'est d'abord la polyarthrite rhumatoïde. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie assez fréquente en France, dans la population générale, à peu près 0,5% de la population générale. Et un certain nombre de patients, 20-30% d'entre eux, ont aussi un syndrome de Couche-Rogers-Green associé, c'est-à-dire deux maladies auto-immunes associées. Et là, le syndrome de Couche-Rogers-Green est dit secondaire ou associé à la polyarthrite rhumatoïde. Voilà un peu ce qu'il faut retenir. Alors j'aurais besoin de l'aide de Pierre-Louis, notre technicien, parce que je n'ai rien sur le forum, donc je ne vois aucune question et je n'arrive pas à me connecter. Envoyer. Je n'ai aucune question, c'est blanc. Et ici, je suis connecté, donc je peux laisser. Alors, le chat apparaît. N'hésitez pas, c'est vraiment le moment de poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas. Alors, quelques questions. J'ai mis des années à me rendre compte que j'avais tous ces symptômes, car je m'y étais habitué et je ne pensais pas que c'était comme ça pour tout le monde. Bien. Oui, c'est vrai qu'on finit parfois à s'habituer aux symptômes et à sa douleur sans se poser de questions. On vit avec. Bon, certes, le syndrome de Couche-Rogers-Green, il faut prendre conscience qu'il faut vivre avec, malheureusement. On n'a pas encore aujourd'hui de traitement curatif, c'est-à-dire de traitement qui va guérir complètement la maladie. Alors, l'espoir, bien. Combien de temps de malades peuvent espérer en bénéficier? Alors, les nouveaux médicaments, dans combien de temps les patients peuvent espérer en bénéficier? Les essais thérapeutiques en cours, alors les essais thérapeutiques, c'est quelque chose de longue haleine. C'est peut-être important d'en dire un petit mot. Tous les essais thérapeutiques dans le Couche-Rogers-Green aujourd'hui en cours en France, ce sont des phases 3 avec des médicaments donc, qui ont déjà été au préalable beaucoup testés
Ils ont été testés chez l'animal, ils ont été testés chez le sujet sain et ils ont été testés pour retrouver la dose optimale et sont proposés aujourd'hui aux patients pour évaluer l'efficacité. Alors je dis ça parce que il y a quelques semaines, on a parlé beaucoup des essais thérapeutiques et d'un problème qui s'est produit avec un médicament qui a été utilisé, un agoniste des récepteurs cannabinoïdes, avec un décès d'un patient. Donc il faut en parler parce que c'est une question souvent posée. Là, c'est un essai de phase 1 qui était proposé aux patients, c'est-à-dire un sujet sain va tester un médicament qui n'a jamais été testé chez l'homme, il n'a été testé que chez l'animal, et va prendre des doses progressives jusqu'à avoir une intolérance liée au médicament. Ça, les phases 1, c'est très très à part dans le développement thérapeutique. Puis ensuite, il faut en passer par là malheureusement, mais avec des verrous de sécurité, et peut-être tous les verrous n'ont pas été mis dans cette étude. Quand la phase 1 est passée, c'est une phase de tolérance. On va tester l'efficacité après. Donc on a déterminé la dose qu'il fallait utiliser pour tester ce médicament et on en teste l'efficacité. D'abord dans un petit groupe de patients, c'est une phase 2. Puis ensuite dans un plus grand groupe de patients et c'est une phase 3. Donc quand on vous propose un essai thérapeutique, eh bien vous n'êtes pas un cobaye. La phase cobaye est déjà passée, la phase animale est déjà passée, et le cobaye humain, entre guillemets, de la phase 1 est déjà passé. Et là, on vous propose un médicament pour tester son efficacité. Donc c'est très différent. Quand on est à ce stade, et pour les essais thérapeutiques actuellement en cours en France, d'autre part, les essais en cours en France sont avec des médicaments qui ne sont plus du tout expérimentaux parce qu'ils sont en fait commercialisés depuis de nombreuses années. Je vous parlais du tocilizumab, de la polyarthrite rhumatoïde, du rituximab et puis du belimumab dans le lupus. Ces médicaments qui sont actuellement testés dans le syndrome de Gougerot-Sjogren, eh bien, si ces médicaments sont efficaces, comme ils sont déjà sur le marché, vous aurez vite accès à ces médicaments. Dès que l'essai est terminé, dès qu'il est publié, donc ça peut mettre 2 ans pour faire l'essai, 1 an pour extraire les données et préparer la publication, et puis 6 mois encore pour sa publication, donc dans un délai de 3 ans, 3 ans et demi, le médicament peut alors être utilisé dans l'indication du Gougerot-Sjogren. Alors ça peut vous sembler long, mais c'est en fait une phase assez rapide quand le médicament est déjà commercialisé. Si le médicament n'est pas encore commercialisé, en revanche là les délais sont plus longs. Parce qu'il faut un essai randomisé dans une grande population fait dans le monde, il faut un deuxième essai pour confirmer le bénéfice, et c'est qu'à l'issue de tout cela que le médicament est mis à disposition pour les patients, donc il peut se passer 5 à 7 ans parfois. Alors ensuite, est-ce qu'on peut soigner la maladie de Gougerot-Sjogren à Montpellier, à Marseille? Ben oui, regardez cette carte, on peut soigner le syndrome de Gougerot-Sjogren à Montpellier, à Marseille, partout en France, partout dans des centres qui sont à proximité de CHU, mais aussi dans des centres des patients qui pourraient être à proximité de centres hospitaliers généraux. Il y a beaucoup de services de médecine interne qui connaissent très bien dans les hôpitaux généraux le syndrome de Sjogren, et il ne faut pas venir dans les CHU nécessairement pour se faire traiter. Dans les CHU, il y a peut-être plus d'essais thérapeutiques, plus d'essais académiques qui sont en cours, mais bien entendu, près de chez vous, il y a un hôpital, il y a un service qui peut vous aider, vous conseiller. Et si vous vous sentez un peu perdu, donc allez voir sur le site de la filière FAI2R, pas RR, FAI2R.org, allez voir, et cette carte, vous avez la liste de tous les centres de référence de compétences, et si vous vous sentez éloigné de ces centres, eh bien je pense que Madame Faou aussi peut vous guider, vous conseiller, oui. Madame Faou. Sur notre site, on a une liste des consultations, et puis surtout vous pouvez nous téléphoner, parce que là on vous dira ce qui est le plus près de chez vous, mais c'est vrai que dans tous les hôpitaux maintenant qui ont un service de médecine interne ou même de médecine, simplement, le Sjogren est bien connu. Enfin, on peut se faire soigner, je pense. Bon, il y a des déserts médicaux, hein, ça c'est sûr, mais on peut quand même se faire soigner facilement en France. Et outre-mer. Et oui. Outre-mer, c'est la France. Oui, c'est la France, vous avez raison, absolument. Oui. Alors, y a-t-il une raison pour que mon interniste ne me propose pas de sulfarlem, par exemple? Non, tout dépend aussi de l'expérience qu'il a de ce médicament. Certains patients ne le tolèrent pas très bien parce qu'ils ont des douleurs abdominales.
Tout dépend aussi de l'importance de vos symptômes, mais s'il ne vous a pas proposé de sulfarlem, il a sans doute une raison, mais si vous avez une sécheresse qui est très gênante, vous pouvez lui demander et le tester. C'est pas un médicament du tout dangereux. L'intolérance peut être digestive, si on ne supporte pas, c'est tout, il faut tester autre chose, et après c'est la pilocarpine. Alors, merci pour la conférence, vous avez répondu à la plupart de mes questions, c'est bien. Ma seule question est celle-ci, le plaquenil donné systématiquement est-il vraiment efficace? Alors aujourd'hui, le plaquenil n'est plus donné systématiquement parce qu'il y a eu cet essai randomisé en France qui a montré qu'il n'apportait pas un bénéfice sur la fatigue, sécheresse, douleur. Néanmoins, le plaquenil, quand il y a une authentique atteinte articulaire inflammatoire, là, oui, il est utile et doit être proposé. Est-ce que la maladie de Sjögren empire avec la vieillesse? Alors, le syndrome de Sjögren est une maladie chronique qui est fluctuante. Il y a des patients qui, au cours du temps, disent « oui, ma sécheresse va mieux, non, ça va pas mieux, puis ça va à nouveau mieux ». Bien, c'est en général, surtout dans la forme épithéliale, dans la forme localisée aux muqueuses, un syndrome stable. Il ne va pas s'empirer avec l'âge, mais l'âge est une cause d'aggravation de la sécheresse. Donc, quelque part, l'âge peut agir sur le syndrome de Sjögren, mais ce n'est pas l'âge qui va faire aggraver le syndrome de Sjögren. Ensuite, il y a la forme dite systémique. Cette forme systémique, s'il y a des antécédents de gonflement des parotides, s'il y a du purpurat de temps en temps, s'il y a une cryoglobuline dans le sang, ça ne va pas empirer au cours du temps, ça va fluctuer. On va essayer de contrôler tout ça avec les traitements, parce que souvent il faut des traitements par voie générale. Et on surveille surtout ce sous-groupe-là pour le petit surrisque de lymphome. Mais aujourd'hui, on a des traitements très très efficaces. Aujourd'hui et hier d'ailleurs, on a toujours eu des traitements très efficaces pour ces petits lymphomes très très localisés, souvent dans les glandes parotides ou le poumon. Donc là non plus, c'est pas avec la vieillesse que ça va s'aggraver. Pouvez-vous parler des consultations multidisciplinaires? Alors, il y a en France des consultations multidisciplinaires. Je pense que vous êtes au courant de ces consultations. Oui. Je vous donne la parole. Alors, les consultations multidisciplinaires, vous les trouverez récemment. On a réédité ce qu'on appelle, nous, la brochure bleue, qui avait été faite dans le temps par le professeur Mariette. Elle a été rééditée. Dans cette brochure, vous trouverez toute la liste des consultations pluridisciplinaires. Il y en a à Paris, il y en a à Brest, enfin il y en a dans beaucoup d'endroits. Vous pouvez aussi les trouver sur notre site, sur le site de la FGS, vous les aurez aussi. Bon, je pense qu'il y en a à peu près partout maintenant aussi. Enfin, il y en a plusieurs en tout cas. Alors c'est un atout, bien sûr, parce que plusieurs spécialités peuvent être présentes lors de cette consultation. Et il peut y avoir aussi des soignants associés à cette consultation, notamment des infirmières d'éducation thérapeutique. Et tout doucement en France, on développe aussi des programmes d'éducation thérapeutique. C'est aussi très important pour la prise en charge du syndrome de Sjögren. Il faut que le patient soit un peu plus au courant de sa maladie, un peu plus au courant qu'il devienne, ce que je dis souvent, un partenaire de soins. Il faut qu'il apprenne. Bien sûr, il ne faut pas que tout ça entraîne de l'anxiété réactionnelle. Il faut relativiser un peu tout ce qui est dit. Et tous les patients, évidemment, ne sont pas concernés non plus par tout ce qu'on a pu montrer. Il y a des patients qui ont surtout un problème articulaire qui n'auront jamais autre chose. Il y a des patients qui ont surtout une sécheresse de la bouche et qui n'ont jamais autre chose. En fait, il y a autant de patients que de symptômes possibles. Autant de formes différentes de maladies que de patients en France. Et on ne peut pas se comparer à un autre patient qui a un syndrome de Sjögren, hormis le point commun qui est la sécheresse. Après, tout le reste est très variable d'un patient à l'autre. Ça, c'est très très important parce que les gens qui ont les nouveaux malades, je dirais ceux qui viennent d'avoir leur diagnostic, souvent nous téléphonent en disant qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce que je vais avoir. Et la réponse est celle-là, on ne sait pas. C'est pas qu'on veut pas le dire, mais c'est qu'on ne sait pas parce que ça dépend. C'est vraiment des manières individuelles d'être malade. Et d'ailleurs, très souvent, un patient atteint de Sjögren qui a une forme plutôt articulaire gardera une forme articulaire tout au long de son évolution, le plus souvent. Ça, c'est une question importante souvent posée. Si une personne de la famille est atteinte de ce syndrome, les enfants, les frères, les sœurs ont-ils plus de risques d'en être atteints? Les maladies auto-immunes, le syndrome de Sjögren, ne sont pas des maladies génétiques.
au sens mendélien du terme, c'est-à-dire au sens il y a un gène anormal, on le transmet, il y a un risque pour la famille. Non, il n'y a pas de transmission génétique de la maladie. Il y a des toutes petites nuances à apporter, il y a quand même des susceptibilités génétiques au sein d'une même famille à faire une maladie auto-immune. C'est-à-dire qu'on sait que la cause des maladies auto-immunes, on ne la connaît pas bien. C'est multiple. Il y a une prédisposition génétique sur ce qu'on appelle des polymorphismes dans certains gènes, mais ce ne sont pas des mutations, c'est-à-dire que ça n'entraîne pas une maladie directement, mais ça peut dérégler certaines fonctions, des polymorphismes génétiques. Il y a des facteurs d'environnement qui interviennent, et vous avez vu l'importance de certaines infections, notamment l'Epstein-Barr virus, le cytomégalovirus, mais là encore, ce n'est pas parce qu'on a fait une de ces infections qu'on fera le syndrome de Gougerot-Jeghren. Donc il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Et quand un patient a un syndrome de Gougerot-Jeghren, il peut avoir une prédisposition génétique à faire le syndrome de Gougerot-Jeghren. Mais ce n'est pas sûr, ce n'est pas certain. Et aujourd'hui, on ne connaît pas toutes ces prédispositions génétiques encore. Si donc un patient a cette prédisposition, on peut avoir la même prédisposition génétique dans les membres de sa famille et aussi chez les enfants, mais sans transmettre la maladie. Et quand on fait un arbre généalogique de la famille, eh bien, de façon non rare, dans le syndrome de Gougerot-Jeghren ou dans d'autres maladies auto-immunes, comme la polyarthrite rhumatoïde, par exemple, comme le lupus, eh bien, on peut voir de temps en temps un frère, une sœur, un oncle, une tante, une fille qui a aussi une maladie auto-immune, mais qui peut être totalement différente. Donc non, ça n'est pas transmis, mais il peut y avoir un petit sur-risque au sein d'une même famille, il y ait d'autres maladies auto-immunes. Et puis il y a le cas particulier des femmes qui ont les anticorps anti-SSA, comme je vous l'ai dit. Donc là, l'anticorps va être transmis à travers la barrière placentaire au bébé. Il peut agir sur le cœur, mais le plus souvent, il n'agit jamais sur le cœur. Et quand le bébé est né, eh bien, s'il n'y a pas eu de ralentissement du cœur du bébé pendant la grossesse, le bébé est tout à fait normal à la naissance, évidemment. Eh bien, le bébé a encore les anticorps de la maman et ses anticorps anti-SSA, mais ils vont disparaître en 3 mois. Le bébé va perdre les anticorps de la maman et va fabriquer ses propres anticorps. Alors, est-ce que l'homéopathie peut aider les malades atteints de Gougerot-Jeghren? La réponse est oui, bien entendu. L'homéopathie et l'allopathie font bon ménage. Et si vous avez besoin d'un traitement allopathique, vous pouvez associer l'homéopathie. L'homéopathie, c'est une thérapeutique qui se base sur un niveau de preuve faible scientifiquement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'essais randomisés avec des statistiques très poussées pour démontrer que ces médicaments sont efficaces, mais ils peuvent apporter un soulagement chez certains patients, et donc on a l'habitude de ne pas les contre-indiquer et de dire que l'homéopathie peut faire bon ménage avec l'allopathie. Sans doute une question aussi qui vous est... Oui, la réponse est celle-là. Ensuite, Gougerot avec polyarthrite rhumatoïde, suivi par un rhumatologue, doit-elle être aussi suivi en médecine interne? Non, bien entendu, non. Les rhumatologues connaissent très très bien le syndrome de Gougerot-Jeghren, et quand ils sont gênés avec certains symptômes, eh bien, ils feront appel à une équipe référente qui peut être hospitalière, dans un centre hospitalier général ou dans un centre hospitalier universitaire. Parfois, un avis ponctuel peut aussi être demandé, mais non, bien entendu. Le rhumatologue connaît bien le syndrome de Gougerot-Jeghren et peut et doit continuer à vous suivre. Alors, est-ce qu'une consultation en neurologie peut être complémentaire au suivi de rhumatologie? Ça va un peu dans le même sens que la question précédente. Parfois, et même en médecine interne, le syndrome de Gougerot-Jeghren, le patient peut avoir une atteinte pulmonaire, peut avoir une atteinte hépatique, peut avoir une atteinte rénale, et ponctuellement, oui, un avis auprès du spécialiste correspondant est nécessaire et utile. Donc oui, s'il y a un médecin référent qui vous suit, c'est un peu le chef d'orchestre, qu'il soit rhumatologue ou interniste, et ce chef d'orchestre peut ponctuellement avoir besoin de l'avis du rhumatologue s'il est interniste, de l'interniste s'il est rhumatologue, ou du néphrologue, ou du pneumologue. Donc c'est pour ça que l'approche multidisciplinaire est intéressante dans le syndrome de Gougerot-Jeghren systémique. Alors j'ai pris du Plaquenil pendant ma grossesse, mon bébé doit-il avoir un suivi ophtalmologique particulier comme moi? Alors ça c'est aussi une question importante et merci de l'avoir posée, parce que le Plaquenil,
Si vous regardez la notice, il est écrit contre-indiqué pendant la grossesse. Tout simplement parce que Plaquenil est sur le marché depuis 50-60 ans, qu'il n'y a jamais eu d'études pendant la grossesse et que par principe de précaution, l'industriel qui commercialise ce médicament a mis sur la notice contre-indiqué pendant la grossesse. Depuis, on sait qu'au contraire, le Plaquenil est utile et tout à fait inoffensif pendant la grossesse. On le sait parce que le Plaquenil est traitement de référence dans le lupus systémique. Tous les patients qui ont un lupus doivent être sous Plaquenil s'ils le tolèrent bien. Et on a donc une grande expérience des grossesses qui sont survenues sous Plaquenil et des grandes séries de cas publiés ont montré que le Plaquenil est totalement inoffensif sur le fœtus, sur l'embryon. Il n'entraîne aucune anomalie particulière. Que d'ailleurs dans le lait maternel, les concentrations sont très faibles et qu'une femme qui prend du Plaquenil peut allaiter. Et donc il n'y a aucun suivi à faire chez l'enfant, tellement les doses dans le lait sont minimes. D'autre part, on sait que le Plaquenil pendant la grossesse est utile aussi pour protéger la grossesse, surtout lorsqu'il y a des anticorps anti-SSA. S'il y a des anticorps anti-SSA, il a été démontré sur une base de registre, ce n'est pas un essai thérapeutique, mais sur des données qu'on appelle rétrospectives, que les patientes qui ont des anticorps anti-SSA, qui ont une grossesse et qui prennent du Plaquenil pendant leur grossesse, ont moins de risques de développer un bloc auriculo-ventriculaire, c'est-à-dire un ralentissement de la fréquence cardiaque du bébé. Donc aujourd'hui, chez les femmes qui ont des anticorps anti-SSA, qui débutent une grossesse, il peut être légitime, pendant la grossesse, de mettre du Plaquenil. Est-ce qu'une pneumopathie interstitielle peut évoluer avec les années vers une insuffisance respiratoire grave? Alors, la réponse c'est oui, comme toute pneumopathie interstitielle non traitée. Mais la pneumopathie interstitielle ou syndrome de Sjögren est très sensible à la cortisone et aux immunosuppresseurs. Et le plus souvent, dans plus de 95% des cas, on arrive à contrôler très bien cette pneumopathie interstitielle, c'est-à-dire l'infiltrat interstitiel du poumon qui peut donner un petit peu de fibrose. On arrive très bien à le contrôler. Quelquefois, avec 2-3 mg de cortencil sur le long cours, ça peut suffire. Dans certains cas très rares, ça évolue malgré tout. Et ça peut être amené chez certains patients à devoir être sous oxygène et être dépendant de l'oxygène. Mais c'est une situation exceptionnelle. Le plus souvent, on arrive à contrôler les choses. Et vous avez vu qu'on a des nouveaux médicaments très efficaces, et notamment le rituximab, qu'on utilise dans ces situations-là, lorsque le traitement de base standard ne suffit pas. Ça fait beaucoup de questions. Je pense qu'on arrive au bout. Il y a une petite dernière. Est-ce que les AINS à privilégier dans le syndrome de Gaucher-Sjögren? Alors, les anti-inflammatoires, c'est un appoint dans le Gaucher-Sjögren. Pour les douleurs articulaires, c'est un appoint parfois pour le syndrome fibromyalgique. Il faut tester quand il y a des douleurs. Si le médicament est efficace, il peut être pris, mais en général plutôt ponctuellement. On évite aujourd'hui de prendre les anti-inflammatoires sur le long cours, c'est-à-dire des années, du fait du sur-risque cardiovasculaire qui a été démontré avec les anti-inflammatoires. Voilà, je pense que on va arrêter là, Madame Faou. J'espère que cette conférence vous a plu, vous rendra service. Alors vous pouvez la revoir si vous n'avez pas eu le temps de tout voir, de tout écouter. Elle pourra être podcastable à partir de lundi, peut-être, Pierre-Louis ? Milieu de semaine. Milieu de semaine. À partir de milieu de semaine, vous pourrez retourner sur le site. Et je vais laisser un petit mot à Madame Faou pour clore cette séance. Oui, je voulais vous remercier, vous personnellement, remercier tous ces gens-là qui se sont connectés, qui ont posé des questions, remercier Pierre-Louis qui nous a sauvés de l'attaque dont nous avons été victimes. Et puis, je pense que ça va être très intéressant et que les gens vont revenir, vont reposer des questions et vont aller voir effectivement sur votre site quand on va pouvoir avoir un lien. Et puis, j'espère qu'on en refera. Mais oui, bien sûr. Voilà. À bientôt. À bientôt.